3 pièces d'argent? Ce fut le prix de la liberté d'une jeune fille qui, des années plus tard, ferait plier des rois devant elle. Vous connaissez ces histoires qui semblent impossibles, celles qu'on entend et qu'on pense, ça ne peut pas être réel? Eh bien, cette histoire s'est vraiment passée, à une époque où les châteaux endormis gardaient des secrets plus sombres que n'importe quel conte de fées. Elara n'est pas née reine, elle n'a hérité ni couronne d'or ni sang bleu. Elle a été vendue, enchaînée, humiliée, mais elle portait dans ses yeux un feu qu'aucune chaîne ne pourrait éteindre. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va bouleverser tout ce que vous pensez du destin. Parce que ce n'est pas une histoire de chance ou de miracle. C'est l'histoire d'une décision qui a tout changé lors d'une nuit calme, quand tous dormaient et que le danger rôdait dans les ombres. Une décision qui a coûté du sang, de la douleur et presque la vie elle-même. Et le plus incroyable, elle avait toutes les raisons de simplement laisser faire, de se venger de l'homme qui l'avait acheté comme un objet. Mais ce qu'elle a fait cette nuit-là dans la grande salle du château a défié toutes les règles du royaume. Les pierres anciennes de ce lieu ont été témoins de quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver, une esclave sauvant la vie d'un prince. Et ce choix impossible a ouvert un chemin que personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer. Préparez-vous, car ce voyage de l'esclavage jusqu'au trône le plus puissant de l'Europe médiévale va vous laisser sans voix. Année 1247. Le village de Bright Hollow était connu pour les fleurs bleues qui couvraient les champs comme un manteau d'espoir. Elara n'avait que 16 ans quand elle s'est réveillée avec des cris déchirant l'aube. Ce n'étaient pas des cris ordinaires, vous savez? C'étaient ceux qui glacent l'âme, qui font que le temps ralentit et transforme un lever de soleil tranquille en cauchemar sans retour. Les navires noirs de Cormac le Sanguinaire avaient émergé du brouillard comme des fantômes de la mort. En quelques heures, tout ce qu'elle connaissait s'était transformé en cendres, sang et larmes. Son père, le meilleur forgeron de la région, est mort l'épée à la main en défendant la porte de la maison. Sa mère, eh bien, certaines choses sont trop lourdes pour être mises en mots. Son petit frère, âgé de seulement 8 ans, a été arraché de ses bras et jeté à la mer comme s'il n'était rien. Elara a été traînée par les cheveux, marquée au fer rouge comme du bétail, jetée dans une cage puante avec des dizaines d'autres âmes détruites. Là, ballottée par les vagues violentes, sous un vent doux qui contrastait avec la cruauté environnante, elle s'est jurée à elle-même, « Ils peuvent enchaîner mon corps, mais ils ne briseront jamais qui je suis à l'intérieur. » Le voyage jusqu'à Valdoria a duré 3 semaines d'enfer. Faim, soif, maladie, mort. Chaque jour était une bataille pour simplement continuer à respirer. Mais vous savez ce qui est le plus fou dans tout ça? Ces nuits dans la cale du navire, quand le silence protecteur de l'obscurité cachait ses pleurs, Elara ne priait pas pour la vengeance. Elle priait pour la force. Et cette différence, mon ami, cette petite différence dans ce que vous demandez dans les heures les plus sombres, c'est ce qui sépare ceux qui coulent de ceux qui renaissent de leurs cendres. La place noire de Valdoria était le cœur pourri d'un royaume qui prétendait être noble. Sous le soleil brûlant de midi, tandis que les nobles se promenaient entre les cages humaines comme s'ils choisissaient des chevaux, Elara a été traînée jusqu'à l'estrade de bois. Ses pieds nus saignaient sur les pierres chaudes, sa robe déchirée couvrait à peine son corps marqué, et autour d'elle, les marchands criaient comme s'ils vendaient des épices. Regardez celle-ci. Cheveux noirs comme la nuit, yeux verts, forte pour le travail dur. Le commissaire-priseur, un homme gros appelé Bertrand, a saisi son menton avec force et a tourné son visage vers la foule. L'humiliation ne décrit pas ce que c'est d'être touché par des mains qui n'ont jamais connu un jour honnête de travail. Parmi la foule de visages indifférents, un homme se distinguait. Le prince Adrien de Montclair, héritier du trône de Valdoria, observait la scène avec une expression qu'Elara ne parvenait pas à déchiffrer. Il n'avait pas le regard affamé des autres nobles,
cette lueur malsaine de ceux qui voient de la chair, pas des personnes. À 25 ans, Adrien portait le poids d'un royaume au bord de l'effondrement sur ses épaules. Son père, le roi Magnus, mourait lentement dans le château endormi, et les vautours de la cour se disputaient déjà le pouvoir comme si le vieux roi était déjà mort. Il avait besoin de quelqu'un d'invisible, quelqu'un qui pourrait servir au banquet de couronnement sans éveiller de soupçons. 3 pièces d'argent, la voix d'Adrien a fendu l'air. Le silence a été instantané. Bertrand a failli s'étouffer. Votre Altesse, cette fille vaut au moins 10 pièces. Regardez sa santé, là. Mais Adrien jetait déjà les pièces sur la table. Quand les gardes ont détaché Elara et l'ont poussé vers le prince, leurs regards se sont croisés pour la première fois. Et vous connaissez ce moment où le monde semble s'arrêter? C'était exactement ça. Elle a vu quelque chose dans ses yeux marrons qu'elle n'attendait pas, une tristesse profonde, presque aussi grande que la sienne. Et lui, il a vu du feu. Un feu qui brûlerait tout son royaume s'il n'était pas soigneusement contenu. La grande salle du château de Montclair était une exhibition obscène de richesses alors que le peuple mourait de faim dans les rues. Des tapisseries brodées d'or couvraient les murs de pierres anciennes, des lustres avec des centaines de bougies illuminaient les visages faux de nobles qui souriaient avec du poison sur les lèvres. Elara, vêtue de vêtements simples de servante, circulait entre les tables portant des cruches de vin rouge. Chaque pas faisait mal, les chaînes marquaient encore ses poignets sous les manches longues. Elle gardait les yeux baissés, invisible comme Adrien l'avait ordonné, mais ses oreilles captaient chaque murmure, chaque conspiration chuchotée entre les gorgées de vin cher. La comtesse Marguerite, une vipère habillée de soie, riait trop fort. Le baron Philippe racontait des histoires de chasse tout en dévorant de la viande comme un animal. Et au centre de tout, assis à la tête de la table sous la lumière des chandelles, se trouvait Adrien. Il semblait distant, perdu dans des pensées que personne là-bas ne pourrait comprendre. À côté de lui, son conseiller le plus proche, Seigneur Christophe de Valmont, un homme de 60 ans avec des yeux de serpent, chuchotait quelque chose à l'oreille du prince. Elara s'est approchée silencieusement pour servir du vin, et c'est à ce moment que son monde s'est à nouveau arrêté. L'arôme était subtil, presque imperceptible parmi les odeurs de nourriture et de parfums chers. Mais elle le connaissait. Sa grand-mère, une guérisseuse respectée avant que les pirates ne détruisent tout, lui avait enseigné chaque herbe, chaque poison, chaque remède que la nature offrait. Belladone, Nightshade, mélangé dans le vin d'Adrien avec assez de maîtrise pour ressembler à une crise cardiaque. Ses mains ont tremblé en tenant la cruche. Le prince a levé la coupe à ses lèvres. À cet instant, avec le temps ralenti autour d'elle, Elara a fait face au choix qui définirait non seulement son destin, mais celui de tout un royaume. Pourquoi diable sauverait-elle l'homme qu'il avait acheté comme une propriété? La réponse est venue du fond de son âme avant que son esprit ne puisse questionner. Elara a renversé la coupe des mains d'Adrien d'un mouvement brusque qui a fait éclabousser le vin rouge sur la table comme du sang. Le silence qui est tombé sur la salle était assourdissant. Tous les yeux se sont tournés vers elle, horrifiés. Une esclave avait osé toucher le prince? Christophe s'est levé brusquement, la main volant vers l'épée, mais il n'a pas été assez rapide. À cet instant, sous le feu discret des cheminées qui réchauffaient la salle, le masque de loyauté du vieux conseiller est complètement tombé. Maudite, il a rugi, et le métal de la lame a chanté en étant dégainé. Elara n'a pas réfléchi. Son corps a réagi par instinct, des souvenirs de son père lui apprenant à ne jamais reculer face au danger. Elle s'est jetée entre Christophe et Adrien au moment exact où l'épée descendait en un arc mortel. La lame a traversé son épaule avec une douleur qui a explosé blanche et brûlante à travers chaque nerf. Elle a entendu Adrien crier son nom, un nom qu'il n'était pas censé connaître, alors qu'elle tombait à genoux. Le sang chaud coulait sur sa peau,
tachant le sol de pierre. Les gardes ont finalement réagi, capturant Christophe qui criait encore trahison et accusation. Mais Elara ne pouvait se concentrer que sur les yeux d'Adrien alors qu'il la tenait dans ses bras. Il y avait de la terreur là, une vulnérabilité que les princes ne devraient pas montrer. Pourquoi ? Il a chuchoté, pressant sa main contre sa blessure, essayant d'arrêter le sang. Pourquoi tu ? Elle a essayé de sourire, même avec la vision s'assombrissant sur les bords. Parce que sa voix est sortie faible, personne ne mérite de mourir empoisonné, pas même celui qui m'a acheté. Et alors l'obscurité l'a englouti, ne laissant que l'écho de son courage résonner dans les murs anciens de ce château qui avait été témoin de sa première, mais pas dernière, fois défiant toutes les règles imposées par les chaînes. 3 jours et 3 nuits, Elara a flotté entre la vie et la mort, la fièvre consumant son corps fragile dans une chambre illuminée seulement par la lumière des chandelles. Le guérisseur du château, un vieil homme appelé Père Mathieu, appliquait des herbes et des onguents tout en secouant la tête avec pessimisme. « Elle a perdu beaucoup de sang, Votre Altesse. Préparez-vous au pire. » Mais Adrien ne s'est préparé à rien. Il a simplement refusé de quitter cette chambre. Imaginez, un prince qui avait tout un royaume à gouverner, un père mourant, des conspirations à démanteler, a passé 72 heures assis à côté d'une esclave qui avait sauvé sa vie. Il tenait sa main comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Quand elle a finalement ouvert les yeux, la première chose qu'elle a vue était son visage illuminé par la douce lumière du matin. Adrien semblait détruit, barbe non rasée, cernes profondes, vêtements froissés. Mais quand il a réalisé qu'elle était réveillée, le sourire qui a illuminé son visage aurait fait fondre le cœur le plus froid. « Tu es revenu », il a chuchoté, et il y avait tant d'émotion dans ces 2 mots qu'Elara a senti des larmes brûler ses yeux. Elle a essayé de s'éloigner, de se rappeler sa place, mais il a tenu sa main plus fermement. « Non, tu n'es plus une esclave. Pas après ce que tu as fait. » Et dans ce silence protecteur de l'aube, quelque chose d'impossible a commencé à germer entre eux. Les jours suivants ont été les plus étranges de la vie d'Elara. Adrien la visitait tous les jours, non pas comme un maître visitant sa propriété, mais comme quelqu'un qui se souciait vraiment. Il parlait de tout, elle enseignait sur les herbes médicinales qu'elle avait apprises de sa grand-mère, il lui lisait de la poésie française ancienne sous le vent doux qui entrait par la fenêtre. Leurs mains se touchaient accidentellement de plus en plus fréquemment. Les regards duraient quelques secondes de plus qu'ils ne le devraient. Et une nuit calme, quand il a apporté des fleurs sauvages qui lui rappelaient la maison, Elara a réalisé la vérité terrifiante. Elle tombait amoureuse de l'homme qui l'avait achetée. Et pire ou mieux, lui aussi tombait. Un amour impossible, interdit, dangereux, mais plus réel que tout ce que l'un ou l'autre avait jamais ressenti. Le roi Magnus a finalement exhalé son dernier souffle par un matin froid d'automne, emportant avec lui la dernière protection qu'Adrien et Elara avaient. Le vieux roi, même sur son lit de mort, avait refusé d'interférer dans ce qu'il appelait l'affaire de cœur de mon fils. Mais maintenant les loups étaient libres d'attaquer. Le conseil royal s'est réuni dans la grande salle seulement quelques heures après les funérailles, et la pression est tombée sur Adrien comme une avalanche de pierres. La duchesse Isabelle de Provence menait la meute avec du poison déguisé en préoccupation. « Votre Majesté, le royaume a besoin d'une alliance forte. La princesse Helena de Nordmark attend votre réponse depuis des semaines. » Les pierres anciennes de cette salle avaient été témoins de nombreuses trahisons, mais aucune aussi cruelle que celle-ci. Ils n'ont pas seulement attaqué Adrien. Ils ont attaqué Elara directement. Le comte Henri s'est levé, la voix chargée de mépris. Cette esclave a empoisonné l'esprit de notre prince. Elle doit être bannie immédiatement, avant qu'elle ne détruise le royaume. D'autres nobles se sont joints au chœur d'accusation. Sorcière.
séductrice. Ce n'est qu'une opportuniste qui a utilisé la magie noire. Elara était jugée sans même être présente pour se défendre, enchaînée à nouveau, non pas avec du fer, mais avec des mots qui coupaient plus profond que n'importe quelle lame. Et la sentence? Exécution publique ou exil permanent. Adrien avait jusqu'au coucher du soleil pour décider, la couronne d'or que son père avait laissée, ou la femme qui possédait son cœur. L'après-midi s'est traîné comme une torture. Adrien s'est enfermé dans ses appartements, le poids du choix écrasant ses épaules. Par la fenêtre, il pouvait voir Elara dans le jardin, où les gardes la gardaient protégée. Où serait-elle prisonnière? Elle regardait l'horizon avec cette force silencieuse qu'il aimait tant, comme si elle se préparait à accepter n'importe quel destin. Le vent doux bougeait ses cheveux noirs, et pendant un moment, Adrien n'a pas vu une esclave, pas une roturière, mais la femme la plus courageuse qu'il ait jamais connue. Vous connaissez ce moment où vous devez choisir entre ce que le monde attend de vous et qui vous êtes vraiment? Eh bien, Adrien était exactement à ce précipice, et sa décision allait enflammer tout le royaume. Quand la cloche de la tour a sonné marquant le coucher du soleil, Adrien est entré dans la salle royale avec une détermination qui a fait reculer même les nobles les plus arrogants. Il ne portait pas la couronne. Il ne portait pas le manteau royal brodé d'or. Il était simplement comme un homme, pas comme un roi, et cela a effrayé plus que n'importe quelle armée. Le conseil était réuni, attendant sa capitulation, son choix rationnel pour la princesse Helena et la stabilité politique. La duchesse Isabelle souriait déjà victorieusement. Mais alors Adrien a fait quelque chose que personne n'attendait, il a ordonné qu'on amène Elara dans la salle. Elle est entrée escortée par des gardes, poignets enchaînés, mais tête haute avec une dignité qu'aucune chaîne ne pourrait voler. Ce qui s'est passé ensuite resterait gravé dans l'histoire de Valdoria pour toujours. Adrien est descendu du trône, a marché jusqu'à Elara sous le regard choqué de tous, et a saisi les chaînes de ses propres mains. Il n'a pas appelé un serviteur. Il n'a pas ordonné à un garde. Lui-même, le roi fraîchement couronné, a brisé ses chaînes avec force brute sur son genou jusqu'à ce que le métal cède et se brise en morceaux. Le son a résonné sur les murs du château, endormi comme un tonnerre annonçant la tempête. Les chaînes sont tombées sur le sol de pierre avec un fracas qui a été entendu jusqu'aux couloirs les plus éloignés. Alors Adrien s'est agenouillé, un roi agenouillé. Devant Elara, a retiré l'anneau royal de sa propre main et l'a placé sur son doigt. Écoutez bien, sa voix a coupé le silence mortel comme une lame tranchante. Cette femme a sauvé ma vie quand elle n'avait absolument rien à gagner. Elle a démontré plus de courage, plus d'honneur, plus de noblesse que n'importe lequel d'entre vous réunis. Il s'est levé, tirant Elara avec lui, et s'est retourné pour affronter le conseil avec du feu dans les yeux. Je ne demande pas la permission. Je ne négocie pas. Je déclare, Elara sera ma reine, ou il n'y aura pas de roi à Valdoria. Le silence protecteur qui a suivi a été rompu par le son d'un genou touchant le sol. Puis un autre. Et un autre. Comme des dominos qui tombent, les nobles se sont agenouillés un par un. Parce qu'à ce moment, sous la lumière des chandelles qui illuminaient cette scène impossible, ils ont réalisé qu'ils étaient devant un amour si puissant qu'il transformerait non seulement deux vies, mais tout un royaume. Le couronnement d'Elara comme reine a eu lieu sous le ciel étoilé d'une nuit calme qui semblait bénie par les cieux eux-mêmes. Le peuple a rempli les rues de Valdoria non par obligation, mais par pure curiosité de voir l'impossible se produire. Une esclave. Marquée, humiliée, vendue pour 3 pièces d'argent. Recevait maintenant la couronne la plus puissante de l'Europe médiévale. Quand l'archevêque a placé la couronne sur sa tête, beaucoup s'attendaient à une révolte, au chaos. Mais ce qui s'est passé était l'opposé. Le peuple a explosé en célébration. Parce que pour la première fois dans l'histoire de ce royaume,
Quelqu'un comme eux, quelqu'un qui connaissait la faim, la douleur, l'injustice, était sur le trône. Et cela a absolument tout changé. Ce qu'Elara et Adrien ont fait pendant les 40 années suivantes est devenu légende. La première loi qu'elle a signée, l'abolition totale de l'esclavage dans tout le royaume. Les nobles ont protesté, menacés de rébellion, mais le couple royal n'a pas reculé d'un centimètre. Elle a construit des hôpitaux où les guérisseurs enseignaient les herbes médicinales, comme sa grand-mère le lui avait appris. Elle a ouvert des écoles pour les filles pauvres, quelque chose d'inédit à une époque où les femmes étaient traitées comme des propriétés. Adrien, toujours à ses côtés, a réformé les lois d'héritage pour que les filles puissent hériter des terres. Ensemble, ils ont transformé Valdoria d'un royaume corrompu en une nation où la justice n'était pas un privilège de naissance. Les pierres anciennes du palais ont été témoins de réunions où d'anciens esclaves conseillaient des rois, où des roturiers dînaient avec des nobles. Quand Elara avait 56 ans, avec des cheveux gris mais des yeux brillants encore de ce feu indomptable, elle a fait faire une sculpture. Elle était simple, mais puissante, une couronne d'or reposant sur des chaînes brisées, illuminée par le feu discret de torches éternelles. En dessous, une inscription qu'elle a elle-même écrite, « La force ne vient pas du berceau, mais du cœur ». Cette image est devenue le symbole de tout ce que son règne représentait. Et quand elle et Adrien sont partis, à quelques minutes d'intervalle l'un de l'autre comme s'ils ne voulaient pas se séparer même dans la mort, tout le royaume a pleuré. Pas pour un roi et une reine, mais pour deux êtres humains qui ont prouvé que l'amour, le courage et la dignité peuvent briser n'importe quelle chaîne que la cruauté humaine invente.